Sortie de l'usine de la marque américaine Bramo, la M-Pulse R est un roadster comparable à une cylindrée de 600 cm3, à l'allure et à la mécanique sportive pensée autant pour la ville que l'autoroute ou la piste, avec une vitesse de pointe tutoyant les 160 km/h. Sa particularité, elle est 100% électrique. Cet engin, qui pourrait séduire les motards éco-responsables, propose-t-il des performances à la hauteur de son moteur à aimant? Est-elle confortable? Tient-elle bien la route? Et surtout, qu'en est-il de son autonomie? Dans ce test, nous allons répondre à toutes ces questions, mais d'abord, un peu d'histoire. La M-Pulse R voit le jour en 2012 dans l'Oregon dans une version orientée tout public. 2 ans plus tôt, le constructeur se lance dans la conception de motos électriques de course. Son but, c'est de se frotter au tout premier championnat de moto électrique de course nord-américain, le TTX GP. Et donc en 2011, Bramo place sur la ligne de départ de la A123 Infineon Round la M-Pulse RR. Et c'est la victoire 2 fois d'affilée. Bramo séduit donc son public, le look change, il y a un R qui disparaît, et c'est comme ça qu'est née la version route. Maintenant, reste à savoir si la moto elle a gardé son aspect sportif. Au premier coup d'œil, ce roadster a une belle allure. L'absence de pot d'échappement se remarque tout de suite, ce qui lui donne un look futuriste. Elle bénéficie d'un habillage élégant, mélange d'aluminium par son cadre périmétrique et d'acier par son cadre tubulaire. Ses cale-pieds relevés et son guidon relativement bas contribuent à sa forme élancée. Ok, merci Xavier, mais maintenant, approchons-nous d'un peu plus près pour rentrer dans les détails. Sa fourche inversée de 43 mm de la gamme Marzocchi renforce le visuel de l'avant de la moto. Elle rappelle ses origines sportives. Elle est couplée à des disques de frein de 310 mm et des étriers en montage radial de 4 pouces de chez Brembo. Brembo ? C'est la promesse d'un freinage performant ça, mais on va vérifier ça ensuite. Sur la partie latérale, on peut voir une partie de sa batterie en lithium-ion de 10,2 kWh. Et chose étonnante pour une moto électrique, on remarque la présence d'une boîte 6 vitesses à bain d'huile. On termine le tour de l'engin avec l'arrière et son combiné ressort amortisseur Sachs entièrement réglable. Pour conclure cette partie visuelle, on peut dire que la M-Pulse R fait très bonne impression. Elle aurait eu les doigts dans le nez sa place dans des films tels que Mad Max ou Blade Runner. Allez, à présent, il est temps de s'intéresser à la partie pratique. Alors au niveau de position de conduite, je vous avoue que c'est assez déstabilisant. Moi qui ai l'habitude de rouler en zéro, là j'ai vraiment l'impression d'être sur un petit gabarit. Limite de l'ordre de la... Tu sais, genre la petite Honda CB500, voire même un modèle 125, tu vois, on a l'impression d'être sur un tout petit truc. Je suis pas très grand, je mesure 1m70 et pourtant, assis sur la selle, je mets les 2 pieds à plat au sol, clairement. Et on a les cale-pieds qui sont, c'est vrai qu'ils sont un peu reculés. Je suis pas sur une assise vraiment droite comme on pourrait l'imaginer d'un roadster très orienté citadin, quoi. Sinon, on a une prise des commandes qui est relativement droite. Ouais, je suis relativement droit, un écartement des bras. Non, la position, niveau position, ça va, c'est pas trop mal. On n'est pas trop sur l'avant, un peu comme je peux l'être sur ma zéro. Mais j'aurais plutôt tendance à penser qu'elle est faite pour un plus petit gabarit quand même. Alors, niveau freinage, on est sur du Brembo à l'avant. À l'arrière, je sais plus. Probablement aussi. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça freine quand même pas trop mal. Petit freinage d'urgence. Ah ouais. Ok, Brembo fait le taf. Clairement. En fait, le freinage sur un véhicule électrique, c'est un peu déstabilisant parce que j'ai plutôt l'habitude de ne pas m'en servir sur ma zéro. Tandis que là, vu qu'on est sur une bécane avec une boîte de vitesse, j'ai pas le même frein moteur que je peux avoir sur la mienne. Enfin, en fonction du rapport. Donc on a tendance à utiliser les freins, bon, et par chance, ça reste quand même de la relativement bonne cam, donc ça va, le freinage fait le taf. Par contre justement, la boîte de vitesse, parlons-en, c'est hyper particulier, hyper bizarre. Au début j'ai vraiment eu du mal à m'y faire parce que depuis que je suis passé sur la zéro, un embrayage et un sélecteur, je sais plus ce que c'est. Là on se retrouve sur une moto avec une boîte de vitesse. Une moto électrique de surcroît, avec un compte-tours, mais aucun repère auditif pour savoir un peu où on en est. Parce que le moteur, il fait toujours son même bruit d'aspirateur. Ouais, je conduis un Dyson. Il y a un premier truc qui est hyper perturbant par rapport à la boîte de vitesse, c'est que le point mort, il n'est pas entre le 1 et le 2 comme d'habitude, mais il est entre le 2 et le 3. Qui indique clairement que la première, elle sert vraiment pas à grand chose. Mon pote, quand il l'utilise, ce qu'il me racontait, c'est que lui, généralement, il se cale en 3 ou en 4, et il reste à ce rapport-là tout le temps. Là, par exemple, regardez, je suis en 4, je vais m'arrêter sur le côté, donc d'ailleurs, regardez, je touche pas à l'embrayage, il n'y a pas de moteur, donc la moto, elle peut pas caler, et là, je suis en 4, tac, je repars, et la moto, elle repart. Et en fait, je peux rester en 4 tout le long. Mais j'ai pu voir, en regardant le compte-tours, que du coup la démultiplication a quand même une incidence sur le régime moteur et la vitesse et la puissance que le moteur me délivre. Alors on se doute bien que si je mets gaz en 4, j'aurai moins de gouache que si je mets gaz en 3 par exemple. Mais après on n'est pas non plus sur une bécane qui est une foudre de guerre, donc ça saute pas spécialement aux yeux non plus. En plus je dois vous dire que la boîte elle est quand même relativement dure, faut vraiment y aller franco pour passer les rapports. Et on sent vraiment
Regardez, là si je lâche les gaz, je sens un à-coup. Alors je sais pas si c'est au niveau de la boîte, au niveau du moteur. Dès que je lâche, tac, je sens un à-coup. Et quand je remets gaz, tac, encore un à-coup. Comme s'il y a un truc qui est accroché et qui décrochait. C'est bizarre. Le démarrage est silencieux, le compteur digital indique les informations essentielles, vitesse, rapport, autonomie de la batterie. On ressent les performances de la machine dès la première accélération. Le moteur à aimant permanent propose les mêmes bénéfices qu'un moteur thermique. Fonctionnant sur le principe du mouvement par magnétisme, les éléments magnétiques du moteur produisent une énergie continue sous l'impulsion de la charge électrique délivrée par la batterie. Cette mécanique est reconnue comme étant très performante de par sa réactivité immédiate. Avec une telle capacité d'accélération, la M-Pulsar embarque un moteur de 54 chevaux pour un poids ne dépassant pas les 213 kg. La capacité de freinage doit se montrer à la hauteur. Et c'est bien le cas avec une réactivité optimale et une parfaite adhésion des roues montées sur pneus sport de 17 pouces. Sur ligne droite, la moto garde un bon équilibre et garde sa stabilité face à un vent latéral. Le court empattement et la rigidité du châssis lui confèrent une très bonne maniabilité. Cependant, au premier essai, elle peut surprendre dans les virages. On ressent une certaine inertie due à l'emplacement de la batterie. En effet, le centre de gravité il est quand même relativement haut, parce que les batteries sont composées de 2 rangées, l'une sur l'autre, et qui remontent vachement haut, quasiment au niveau du réservoir. Donc on a un centre de gravité qui est super haut, ce qui donne un comportement quand même relativement étrange en fait. On a l'impression que la moto elle cherche sans cesse à se redresser. On sent toutefois qu'elle a un châssis quand même relativement rigide, donc on aurait tendance à être plutôt en confiance sur une mise d'angle, sur une attaque, mais vu le poids, c'est pas hyper simple de la mener. Bon après les gommes qu'il a choisies, je les connais pas spécialement. Je crois qu'il a monté des Metzeler Rodtech je sais pas quoi. Rien compris moi. Et j'avoue que moi, sorti des Diablo Rosso Corsa 2, j'ai pas confiance en des masses de pneus en fait. J'ai pas vérifié la pression des pneus avant de la prendre, donc je vais pas non plus chercher à poser le genou. Mais justement, en vue de la configuration de la bécane, je sais pas si j'oserais aller chercher à poser le genou justement. Mais malgré ça, on ressent quand même une bonne précision, du moins si on la tient bien. Parce que là, j'ai vraiment le sentiment que je peux la mettre exactement là où je veux la mettre. D'un autre côté, dès que je la lâche... Après, si c'est pas non plus le genre de bécane que je prendrais pour aller arsouiller de par son équilibrage, je le ferai pas non plus justement à cause par contre de tout ce qui va être batterie. Parce qu'en plus de pas être toute jeune, au niveau perf, c'est pas forcément ce qu'on a connu de mieux. La moto dispose d'un témoin de surchauffe pour la batterie. Sur autoroute ou sur circuit, ce témoin a tendance à s'allumer très régulièrement, surtout lorsque la moto dépasse les 150 km/h. Ce signalement incessant invite à la décélération. Et la vitesse ne remet pas juste en cause la longueur de vie de la batterie, l'autonomie de la moto est également impactée. On peut estimer à 200 km la distance pouvant être parcourue par la M-Pulsar après charge. Ouais mais tous ces chiffres là, c'est pour une conduite en ville. Sur autoroute, le plaisir ne dure qu'une petite heure, autrement dit 120 km par conduite modérée. Ouais, et on peut comprendre que cette faible autonomie peut en rebuter plus d'un. Toutefois, le coût de la charge rattrape un peu la déception. 1,50€ en moyenne pour une charge complète sur prise standard 220 volts et 16 ampères. Un gain économique non négligeable lorsque l'on sait qu'une moto thermique de 600 cm3 dépense en moyenne 5 à 6 litres au 100, soit 10€ de moyenne. Le chargeur fait 3,6 kW et se branche sur une prise type 1, celle-ci tend à disparaître, la nouvelle norme européenne étant une prise type 2. Le chargeur est encombrant et la ventilation bruyante. Cependant, il offre une charge complète plutôt rapide, 3h30 en moyenne. Bon, de toute façon, comme je dis toujours, l'autonomie autour des véhicules électriques, c'est toujours dépendant de la manière de rouler. Et c'est également dépendant de la vétusté de la batterie. Celle de mon pote par exemple, elle est pas toute jeune sa bécane, et sa batterie elle est loin d'être à ses 100% d'origine. De ce qu'il m'a dit, il me semble qu'il peut arriver à rouler à peu près une centaine de kilomètres en se faisant un peu plaisir. Mais par contre, il cherche pas à jouer plus que ça dès qu'il atteint les 30 km restants. De là, il a des voyants qui s'allument, qui lui disent « Ouh là là, vite, tu vas pousser, attention !» Par contre, quand il me l'a prêté, il m'a filé son chargeur également. Donc pour info, ça se charge ici, placé au même endroit qu'une trappe à essence sur une moto normale. Et donc il me file son chargeur. J'arrive le soir chez moi à la maison avec sa bécane, avec le chargeur, je branche, je mets en charge. Et là, la bécane, un sapin de Noël. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Donc non seulement le bruit du chargeur, un chargeur fait toujours une sorte de petit soufflement, mais en plus de ça, tous les voyants, les feux arrière, le phare, tout reste allumé pendant la charge. Par contre, quand on la met à charger, j'ai pas bien compris les infos qui m'affichent sur le tableau de bord. Moi sur la mienne, il m'affiche la puissance en kilowatts. Donc je sais combien de kilowatts la bécane elle est en train de charger. Et là, il m'affiche un ampérage, mais j'ai pas du tout compris l'ampérage parce que je crois qu'il m'a affiché genre 30 ampères. Alors que déjà mon fusible, mon disjoncteur là, c'est un disjoncteur 16 ampères. Donc il peut pas consommer 30 ampères.
La bécane, je crois qu'il me semble donc que c'est un chargeur 3 kg, je crois. Bref, très honnêtement, j'ai pas bien compris vraiment comment elle fonctionne en termes de recharge, cette bécane. En conclusion, la Bramo M-Pulse R est un roadster agréable à conduire avec un sifflement moteur relativement discret. Malgré sa stabilité, elle montre quelques faiblesses sur route humide. Intéressante pour une conduite en ville, elle n'est pas recommandée pour les longues sorties dominicales. À sa sortie, cette Bramo coûtait 16 000 €. Aujourd'hui, on la retrouve sur le marché de l'occasion ou sous son nouveau nom, Victory M-Pulse TT 2016, puisque la marque a été rachetée par l'entreprise Victory. Vous pouvez trouver des modèles dans une fourchette de prix entre 12 000 et 14 000 €. C'est une somme conséquente, mais qui peut être rentable sur la durée, de par son alimentation très peu coûteuse et un entretien moins contraignant qu'une thermique. Et c'est justement ça, un des arguments qui permettra de savoir si cette bécane elle te convient ou pas. Parce que au final, à qui elle est destinée cette bécane ? J'aurais plutôt tendance à dire que c'est un compromis entre l'habitude que tu as de conduire une thermique avec un embrayage, avec un sélecteur, une boîte de vitesse, une chaîne de transmission, parce que c'est pas une courroie, contrairement à pas mal de motos électriques. Donc par contre, du coup, qui dit chaîne dit entretien de la chaîne. D'ailleurs David, tu me feras plaisir de la nettoyer et de la graisser ta chaîne. Mais étrangement, je m'attendais à ce que ça fasse plus de bruit que ça. Finalement ça va. J'aurais plutôt tendance à conseiller cette bécane aux relativement petits gabarits. Je pense que si tu fais plus d'1m80, tu vas avoir l'impression de te retrouver sur un chapitre mon pote. Et surtout destiné plutôt à des personnes un peu bricoleurs, parce que c'est une moto qui ne se fait plus. Tu peux pas la retrouver en concession, donc il me semble que la marque qui maintenant est Victory se doivent à un contrat d'entretien, d'engagement. Mais donc à moins d'être un tant soit peu bricolo. Après, c'est typiquement ce genre d'argument qui a fait que cette moto elle a tapé dans l'œil de mon pote. Parce qu'on s'est connu en bac Castille électronique, et c'est typiquement le genre de personne qui prendra quasiment plus de plaisir à démonter et à bricoler un engin plutôt qu'à rouler avec. Après, de toute façon, c'est une bécane qui est quand même relativement rare. C'est pas le genre de truc qui court les rues sur le bon coin. Et du coup, on est sur une situation qui est un peu ambivalente. Parce qu'au final, le marché de l'occasion est un bon baromètre. La question à se poser, est-ce que cette moto est rare parce qu'elle est obsolète, ou est-ce que cette moto est rare parce qu'elle est vintage? Et d'ailleurs, en parlant de vintage, reste à l'écoute parce que bientôt je vais te partager un nouvel essai et qui va très probablement plaire aux plus nostalgiques d'entre vous. Donc voilà pour ce premier essai de cette nouvelle année. C'est un essai, une tentative, une expérience, voir ce que ça donne en faisant travailler un script. Donc je remercie Yann, en faisant travailler une voix off. Je remercie Xavier. N'hésite pas à mettre ce que t'en penses dans les commentaires. Et si toi aussi tu roules en Bramo M-Pulse R, n'hésite pas à nous mettre un petit feedback. Allez, tchuss!